21h45 à Paris, 22h45 à Cyangugu, au Rwanda. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Cette enquête exclusive pour France 24, des journalistes de Babel Doc ont tenté de savoir si la France avait laissé s'échapper des responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Des nouveaux documents révèlent en tout cas que des membres du gouvernement rwandais impliqués dans le génocide ont pu s'enfuir vers l'ex-Zaïre alors qu'ils étaient dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Reportage à suivre dans ce journal. J-2 au Nigeria, les électeurs doivent choisir un nouveau président ce samedi. Plus de 70 candidats sont en lice. Les deux principaux partis, celui du président sortant Muhammadu Buhari et celui de l'opposant Atiku Abubakar, se sont engagés à respecter les résultats des urnes. Le président Buhari s'est exprimé ce jeudi. On fera le point dans un instant. Enfin, on va parler d'histoire avec un grand H, avec François-Xavier Fauvel, historien, archéologue, spécialiste de l'Afrique. Son livre « De l'Akakus au Zimbabwe » revient sur l'histoire du continent, un ouvrage passionnant, documenté, qui brise les clichés. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. La France a-t-elle laissé s'enfuir les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda vers l'ex-Zaïre? Ce n'est pas la première fois que la question se pose, mais cette fois, de nouveaux documents révèlent que le gouvernement intérimaire réfugié dans la zone humanitaire contrôlée à l'époque par l'armée française a pu fuir vers le pays voisin. Reportage de Babel Doc pour France 24, signé Michael Sanke et Emmeline Moreau-Andreux. Au mois de juillet 1994, les membres du gouvernement intérimaire rwandais fuient la capitale Kigali pour le Zaïre voisin. Composé d'extrémistes hutus, ce gouvernement est l'artisan du génocide des Tutsis. Le 15 juillet, il se retrouve à Cyangugu, dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Paris est alors immédiatement averti par son ambassadeur à Kigali. Voici son télégramme diplomatique. Yannick Gérard demande l'arrestation des responsables du génocide. Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. Le même jour, sur une dépêche de l'agence Reuters intitulée « Paris, prêt à arrêter les membres du gouvernement », le secrétaire général de l'Élysée annote ces quelques mots. Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre, Hubert Védrine. À Paris, la décision a donc été prise au sommet de l'État. Aucun responsable ne sera arrêté. Je ne vois pas au nom de quoi la France de l'époque, sauf s'il y avait eu un mandat clair du Conseil de sécurité. Ça aurait été différent. Si on avait dit dans le mandat du Conseil, il y a l'action humanitaire la plus large possible, et puis en même temps essayer de mettre la main, d'arrêter les responsables dont on serait sûr qui sont responsables de ce qui s'est passé. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. Ce n'est pas le bras armé d'une cour pénale. Sous couvert de neutralité, la France laissera fuir le gouvernement intérimaire. Une question de droit et même de priorité se justifie l'amiral Jacques Langsade, chef d'état-major des armées sous François Mitterrand. Nous n'avions aucun pouvoir pour nous intéresser, arrêter ou poursuivre des gens qu'on considère aujourd'hui comme étant des gens qui ont participé au génocide. S'occuper des responsables du génocide, ce n'était pas notre problème. Nous n'avions pas c'est pas notre problème, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de le faire. Ce point de vue contraste donc à l'époque avec celui du ministère des Affaires étrangères. L'Élysée aura le dernier mot. L'ambassadeur Yannick Gérard, qui est sur place, qui lui est le politique, qui n'est pas le militaire, pousse Paris et l'état-major de Turquoise à intervenir, à arrêter les responsables, à les arrêter pour les mettre en jugement. À Paris, à ce moment-là, un peu avant, je crois, on a Alain Juppé qui a promis que les responsables du génocide allaient être arrêtés. Et ça bloque, on provoque et organise leur départ, leur évacuation. Ils ne seront pas arrêtés. 17 des 21 membres de ce gouvernement seront par la suite inculpés de génocide au tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, ce reportage exclusif est en réalité un extrait d'un long format que vous découvrirez sur notre antenne dès le mois d'avril à l'occasion du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda.
L'élection présidentielle au Nigeria. Dans moins de 48 heures, les électeurs de la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest seront appelés à élire un nouveau président. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a bouclé sa campagne ce jeudi dans un discours. Il a dressé son bilan positif. Notre correspondant Moïse Gomis a suivi ce dernier discours. Écoutez. Dans ce discours présidentiel inattendu, le président Buhari est revenu sur le bilan de sa campagne, en fait. Il a évoqué la chasse contre la corruption. Il est revenu également sur des faits saillants de sa politique économique. Il a rappelé qu'il a tenté de diversifier l'économie nigériane qui est très dépendante du pétrole. Il a abordé également un accord qu'il a signé pour garantir la sûreté des autres 72 candidats qui postulent avec lui pour la présidence du Nigeria. Il a appelé aussi ses concurrents à ne pas utiliser la jeunesse comme une arme quand on sait que le Nigeria est en proie à une violence assez chronique. On s'attendait à ce que le président revienne sur des problèmes de sécurité, notamment à l'incident qui s'est déroulé cette semaine avec cette attaque de l'État islamique contre un convoi de la majorité présidentielle. Il y avait eu une conférence de presse à Abuja de la défense, mais le président est resté droit dans ses bottes, si on peut le dire, et il a garanti que le scrutin de samedi sera un scrutin libre et transparent, et il souhaite bonne chance à tous ces autres candidats. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade avait appelé il y a quelques jours à entamer des actions pacifiques pour empêcher la tenue de la présidentielle du 24 février prochain. Mercredi, alors qu'il présidait le comité directeur de son parti, le PDS, il a invité ses partisans à brûler les procès-verbaux le jour du vote, une consigne qui n'a pas fait l'unanimité. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. Wade persiste et signe, titre l'enquête. Pour Walf Quotidien, Wade est inflexible. Les réactions fusent après la dernière sortie de l'ancien chef de l'État, y compris au sein de son propre camp. Si certains de ses partisans affirment qu'ils suivront à la lettre la consigne de leur mentor, d'autres en revanche sont mal à l'aise avec ses propos et préféreraient qu'Abdoulaye Wade soutienne l'un des candidats à cette présidentielle, l'un des adversaires de Macky Sall. Le gouvernement a également réagi. Son porte-parole, Seydou Gueye, rappelle que les propos d'Abdoulaye Wade sont un appel à l'insurrection puni par la loi. La société civile a dans son ensemble largement condamné les propos incendiaires de l'ancien chef de l'État qui apparaît finalement bien seul à seulement 10 jours du scrutin. Nombre de Sénégalais se posent également la question de savoir que fait Karim Wade, toujours exilé au Qatar, et si ce n'est pas plutôt au fils de porter ce combat politique. Et notre invité ce soir est l'historien et l'archéologue François-Xavier Fauvel, spécialiste de l'Afrique. Il a publié L'Afrique ancienne de l'Akakus au Zimbabwe, un ouvrage passionnant et documenté sur l'histoire du continent. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce titre de l'Akakus au Zimbabwe. Pourquoi ce titre ? C'est un titre un peu mystérieux parce que voilà, l'Akakus, c'est un massif montagneux dans la partie nord de l'Afrique, dans la partie septentrionale du Sahara, et il y reste des milliers de vestiges peints sur les parois rocheuses de ce massif qui témoignent d'une très très riche vie pendant la préhistoire. Puis le Zimbabwe, on connaît mieux souvent, c'est un royaume plutôt de la fin du Moyen-Âge dans la partie australe du continent. Donc de l'Akakus au Zimbabwe, c'est de A à Z et ça raconte une trajectoire historique qui va de la préhistoire jusqu'au début de l'époque moderne et qui va du nord du continent jusqu'au sud du continent. Alors vous avez déclaré: il ne s'est pas rien passé en Afrique pendant qu'on peignait Lascaux. Est-ce que le but de votre livre, à part retracer bien sûr l'histoire immense de ce continent, ce n'est pas aussi de briser certains clichés ? Oui, c'est de briser des clichés, c'est de déjouer des faux savoirs et c'est de dire et de répéter et de marteler qu'il y a eu une histoire en Afrique et que non seulement il y a eu une histoire en Afrique, mais il y a eu des histoires dans les différents mondes africains. Il y a aussi la documentation pour en parler. Il n'est pas vrai de dire que il n'y a pas de sources. Il y a des sources, il y a beaucoup de sources écrites et puis il y a beaucoup d'autres sources qu'on peut utiliser pour faire de l'histoire de l'Afrique. Il n'est pas juste non plus de ne louer l'Afrique que pour les origines. Il s'est passé des choses aux origines, les origines des hominidés, les origines de l'homme moderne, etc. Mais l'histoire a continué de se déployer en Afrique
encore après que ces hominidés et ces hommes modernes soient partis pour aller peupler le reste du monde. Donc l'histoire a toujours été là et les Afriques ont toujours été là. Comment expliquez-vous ces clichés? Pourquoi ces clichés concernent le continent africain le plus souvent? Alors, il y a probablement beaucoup de raisons, mais il y en a une qui, à mes yeux, est la raison principale, c'est que la traite des esclaves, pendant des siècles, s'est accompagnée d'une idéologie très très puissante, voilà, de déni de la singularité des individus, de déni de l'historicité de leur société. Il fallait en quelque sorte nier, il fallait s'arc-bouter sur la négation de l'histoire des individus qu'on arrachait à un continent pour les amener dans un autre continent. Et cette idéologie, même si évidemment la traite n'existe plus, l'esclavage n'existe plus, mais l'idéologie, elle est encore là, elle est encore palpable, et elle se traduit par ça, elle se traduit par ce déni d'histoire. Alors justement, est-ce que les Africains aujourd'hui sont suffisamment conscients de la grandeur de cette histoire et de l'importance de cette histoire du continent? Et quelle est la place de l'enseignement de cette histoire dans les pays africains? Je dirais que l'histoire de l'Afrique n'est pas assez présente en Afrique, mais elle n'est pas assez présente nulle part. Voilà, et on le voit, je le vois, ou les co-auteurs de ce livre le voient, à chaque fois qu'on fait des conférences ou à chaque fois qu'on fait des enseignements dans les lycées ou dans les petites écoles un petit peu partout, il y a une très très forte demande, il y a un très très fort appétit pour l'histoire de l'Afrique, un appétit qui ne sait pas comment le plus souvent se satisfaire et quel livre acheter. Souvent ces livres n'existent pas ou ne sont pas disponibles. Donc je suis très content si ce livre sert à ça en particulier, avec d'autres. Bon, c'est pas le seul livre qui existe, mais c'est néanmoins le premier depuis longtemps qui offre une synthèse continentale, géographique, large, chronologique, très très ample également, avec des états des connaissances véritablement à jour sur l'ensemble de ces régions africaines. Alors dernière question, le Journal de l'Afrique est un journal d'actualité. En quoi l'histoire du continent a aujourd'hui son empreinte sur l'actualité? Ça, c'est très difficile à dire. Mais je dirais que la plus profonde empreinte de l'histoire africaine, c'est la très très grande diversité des sociétés africaines. C'est quelque chose qui est très frappant pour quiconque connaît un petit peu l'Afrique ou s'y est promené, s'y y a voyagé, y a fait du terrain, comme ça a été souvent mon cas au cours des dernières décennies. Mais voilà, et cette très très grande diversité de l'Afrique, des sociétés africaines, à tout point de vue, du point de vue des langues, mais à tous les autres point de vue, est un héritage de cette très très longue histoire de diversification, de cohabitation des sociétés les unes avec les autres. Et là, il y a une espèce de cadeau fait par l'Afrique ou fait par la très longue histoire de l'Afrique à tout le monde, j'allais dire à toutes les sociétés, voilà, et à ce dialogue et à cette conversation qu'il est possible aujourd'hui d'avoir à travers les continents pour prendre acte et pour donner sa place à l'histoire de l'Afrique. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler avec autant de passion de l'histoire de l'Afrique ancienne, de l'Acacus au Zimbabwe. Merci beaucoup, François-Xavier Fauvel, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.